bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Romain Tourillon. Après avoir passé son DE de kinésithérapie à Nantes en parallèle de son Master 2 entraînement et optimisation de la performance, Romain enchaîne maintenant avec un PhD. Il fait donc en parallèle de son activité en salariat à l'hôpital de la Tour une thèse sur le lien entre la force et la fonction des muscles extrinsèques et intrinsèques du pied et son intérêt pour la performance sportive. Il est supervisé en cela par JB Mourin, c'est l'épisode 29, et François Fourchet, l'épisode 16, ainsi que de Pascal Édouard. Dans cet épisode, on parle donc d'évaluation renforcement des muscles du pied, de l'intérêt de ces derniers maillons de la chaîne dans la transmission des forces au sol ou encore d'électrostimulation. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur No Minutes et Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Romain. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande pour le podcast. Merci à toi surtout, ça va être mon premier podcast on va dire, donc je suis très content que ça soit toi et puis bravo pour ce que tu fais. Parce que je me souviens d'avoir écouté le premier podcast de mémoire, c'était Brice Picot. J'étais dans un aéroport en plein été, il n'y avait pas de climatisation. Et donc voilà, on peut vraiment dire que j'ai transpiré pour Brice Picot. Et donc voilà, depuis après, j'ai suivi plein d'autres podcasts et c'est vraiment sympa ce que tu fais. Donc bravo et puis merci. Super, mais merci pour ces compliments qui me touchent et qui me donnent envie de continuer. Est-ce que tu peux commencer donc par nous expliquer un peu ton double cursus entre la kiné à Nantes et le master entraînement et optimisation de la performance? Pourquoi t'es venu cette idée et comment ça s'est mis en place? Bon alors moi, pour me présenter, donc je m'appelle Romain Tourillon, donc je suis français. Je suis donc vendéen à la base, donc juste le département juste en dessous Nantes. Et puis globalement voilà, ça faisait depuis on va dire depuis 11 et mes 12 années que j'ai voulu faire physio ou kinésithérapeute. Et puis je suis rentré donc à l'école de Nantes par la première année de L1 STAPS parcours kiné à l'époque, donc c'était vraiment la fin on va dire des prépas, et puis c'était le début de cette nouvelle réforme et donc cette école de kiné en 4 années plus une année de sélection qui faisait donc un diplôme en bac plus 5. Et ce qui s'est passé, on va dire que ce que je fais actuellement, il y a beaucoup de chance ou beaucoup d'opportunités. La première, ça a été qu'en 2017, quand j'étais en fin de deuxième année de kiné, les deux directeurs des deux institutions, donc c'est-à-dire celle du STAPS et puis celle de l'IFMK, ont décidé donc de mettre en commun un double cursus, c'est-à-dire que les étudiants en kinésithérapie K3 et K4 pouvaient également suivre à côté un master qui venait de se créer, donc qui était le master entraînement et optimisation de la performance. Donc moi, j'étais en dernière année de kiné, de deuxième année de kiné. Je m'intéressais déjà par les sciences du sport. C'était déjà un attrait également sur un peu la préparation physique, la performance suite à, on va dire, à mes deux stages qui ont été vraiment aussi fondateurs dans ma formation. Et puis, c'était aussi le début dans cette année-là de mon intérêt pour on va dire, le complexe pied-cheville avec voilà mes premières biblios, mes premiers pas vers imprimer des articles, surligner, les lire, les relire. C'est à cette époque aussi où j'entame la thèse de Luke Kelly, donc 160 pages en anglais, qui est fabuleuse et j'en reparlerai tout à l'heure. Donc on va dire que quand on m'a proposé ça, c'était forcément aussi, il y avait un concours ou une entrée avec voilà une lettre de motivation, de mémoire un CV, et puis on était aussi un petit peu trié par rapport à l'entrée en master 1. Et donc je me suis dit pourquoi pas, parce que ça me permettait aussi on va dire de commencer à toucher un petit peu au sport également. Alors forcément on a des modules de kiné du sport dans l'IFMK, mais ça me permettait plutôt d'aller dans le côté sciences du sport et performance, et ça m'intéressait vraiment par ma passion voilà pour le sport en lui-même, ou moi à l'époque qui était le football. Aussi par envie après dans le futur d'être plutôt dans ce domaine-là, dans la traumatologie sportive, le musculo-squelettique ou l'orthopédie.
Et puis on va dire la troisième raison, c'était on va dire la possibilité unique, tu vois, d'avoir un double diplôme à la fin, c'est-à-dire d'avoir mon DE de kiné et puis un master 2 avec voilà des crédits CTS et puis on va dire après la fin de pouvoir enchaîner sur un doctorat comme j'ai fait ou éventuellement travailler à l'étranger, etc. Donc ça, c'était on va dire 2 années un petit peu particulières parce que fallait vraiment gérer les deux, mais globalement à la fin quelque chose qui on va le voir dans ce podcast qui m'a apporté énormément. Donc les choses que ça m'a apporté, j'ai envie de dire, c'est plutôt au départ des connaissances sur le développement des capacités un petit peu neuromusculaires, des choses sur l'entraînement du sportif, voilà, la force, la vitesse, la puissance, ces choses-là qui en fait sont totalement oubliées en IFMK. Et ça, en fait, je me rends compte aujourd'hui la chance que j'ai d'avoir eu ces connaissances-là, que maintenant je développe énormément aussi par biais de mes lectures, grâce à mon collègue aussi Massemba, toutes ces choses-là qui me servent avec mes passions aujourd'hui, puisque je pense que dans le métier de kinésithérapeute, le renforcement est vraiment on va dire un outil qui est vraiment la pierre angulaire de beaucoup de traitements. Et que globalement, on est peut-être pas ou peu ou pas assez formé ou bien formé à ça en IFMK. Et ça a vraiment été pour moi, tu vois, quelque chose un vrai plus et qui me sert aujourd'hui et que je redéveloppe et que je suis vraiment content quand même d'avoir. Puis la deuxième chose, on va dire, c'est plutôt aussi, ça m'a appris, voilà, l'évaluation, je me souviens du module métrologie et outils de mesure. On commence à parler des profils force-vitesse, à commencer à évoquer des choses sur les plateformes de force, avec des choses sur l'op-top jump, etc. Donc vraiment des outils à l'heure d'aujourd'hui dans l'institution dans laquelle je travaille qui me servent vraiment, tu vois, tous les jours. Et sur ma thèse encore plus. Et puis qui globalement renforce aussi cette idée qui est un peu notre cheval, je dis notre ici à la tour, mais aussi mon cheval de bataille qui est vraiment bien évalué pour mieux traiter. Et puis voilà, on va dire sur mon dernier rapport, c'était ça m'a appris aussi à gérer 2 emplois du temps, à gérer 2 partiels, 2 évaluations, 2 choses comme ça. Donc être toujours sur ces 2 profils-là avec des heures en plus. Mais c'était juste 2 années, on va dire assez fabuleuses où globalement j'ai eu la chance aussi à côté d'avoir un groupe d'amis qui ont fait ça avec moi. On était 7 kinés au final à le faire. Oui. Donc voilà, Quentin, Grégoire, Audrey, Julien, Dylan, Antoine, tous ces gens-là, voilà, qui aujourd'hui sont un peu plus loin de moi, donc qui me manquent parfois, mais je me souviens de ces 2 années-là comme, on va dire, un vrai tremplin pour mon début de carrière. Et puis voilà, on peut dire sur ce master-là, qui est vraiment la porte d'entrée, à beaucoup de choses après. C'est génial. Et justement, dans ce master, t'as jamais, on va dire, hésité entre être physio ou kiné sur de la traumato du sport ou basculer complètement sur les sciences du sport, et tu vois, avec tout ce qu'on voit sur les sport scientists dans les clubs ou des trucs comme ça, tu voulais rester sur, on va dire, de la pathologie et de la traumatologie plutôt que sur l'aspect sport science vraiment sur les terrains? Ouais, alors si on revient vraiment à la genèse, quand je te dis à 11-12 ans, j'avais envie de faire le métier de kiné, c'est pas par rapport au fait que je me suis beaucoup blessé. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont me dire j'ai aimé ce métier parce que je l'ai côtoyé, j'ai fait beaucoup de séances, etc., où j'ai eu un gros traumatisme. C'est pas vraiment mon cas. J'ai été au départ, tu vois, apprécier ce métier par on va dire mon kiné qui, quand j'étais blessé, c'était un gars qui était très bon plutôt manuellement. Donc je suis vraiment rentré dans ce métier-là, ou voulu faire ce métier-là par la compétence manuelle avant tout. Voilà, la mobilisation, la thérapie manuelle, etc. Et donc, ce qui m'a vraiment piqué ma curiosité vers la science, ça a été voilà mes 2 stages, mes premières lectures, le fait qu'on nous rabâche aussi un petit peu à l'école, il faut lire, le BP qui arrive, etc. Mais je suis un profond amoureux de la clinique. Je suis un profond amoureux de la santé des gens, d'être avec des gens, de soigner des gens, d'aider comme je peux, on va dire ces gens-là. Et donc je suis plutôt quand même un clinicien qui adore la science appliquée, et qui globalement y rentre actuellement par le biais de mon doctorat, puis qui y est rentré aussi par le biais de ce master.
mais durant tout mon master 2, je me suis jamais dit, le métier de kiné me plaît plus et entre guillemets, je basculais vers une carrière de scientifique, on va dire à temps plein, etc., etc. Donc on va dire, ouais, je suis quand même un vrai amoureux des deux et je renie pas du tout, on va dire mes origines ou ce qui m'a fait aimer le métier au départ, c'est-à-dire tu vois, le contact, le soin et la santé globalement. Ah, super. Et justement, alors on a parlé un peu de renforcement et de cheville et de pied. Tu as publié dans Frontiers, ouais. Et après tu l'as présenté au congrès donc de l'IAC. L'effet de la stimulation électrique sur le renforcement du pied, sur sa force et la stabilité de l'arche médiale. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce que vous avez fait comme manip et quels ont été les résultats? Ouais, donc comme je t'ai dit, j'ai parlé des apports. On va dire que un des plus bel apport aussi du Master 2, c'est en fait, ça a été la possibilité pour moi de réaliser mon stage à l'hôpital Latour. Donc en dernière année de kiné en M2, sous la supervision de François Fourchet. On va dire, je suis en K3, en début de K3, je rentre dans ce double cursus. Voilà, tout le monde l'a connu, le stage un peu pourri où globalement tu t'ennuies un peu. Et puis c'est à cette époque-là où voilà, j'avais déjà vu pas mal de conférences de François, des vidéos sur l'Académie de la cheville. J'avais commencé à lire un petit peu sa thèse et je m'étais dit à l'époque, et quand il en parle dans une conférence, il dit qu'il va y avoir un nouveau bâtiment de médecine du sport à l'hôpital Latour où on allie science et clinique. Et tu vois, j'étais vraiment encore dans ce lien-là, toujours allier la science vers la clinique et inversement. Et je me suis dit, pourquoi pas, globalement, en dernière année, vu que on savait aussi pas trop à cette époque comment allait être mon mémoire. Est-ce que c'était un mémoire purement kiné, un mémoire purement master 2, ou est-ce que c'était deux mémoires? Je m'étais dit je serais vraiment dans un lieu où je vais pouvoir faire, on va dire, de la science appliquée et de la science tournée vers la physiothérapie et sur le mémoire, ça collait bien en fait on va dire sur ce double cursus là. Et donc c'est drôle parce que globalement en fait je me fais un petit peu même déglinguer, tu vois, sur mon rapport de stage où les gars me disent voilà, tu passes trop de temps avec tes patients, laisse-les un petit peu plus autonomes. Il faudra que tu travailles beaucoup pour devenir un bon clinicien. Tu vois, des choses un petit peu comme ça. J'ai vite compris après qu'en fait le laisser le patient plus autonome, c'était te laisser un peu plus de temps à la machine à café, tu vois. Mais ça c'est pour l'après. Et donc tu vois, je suis un peu remonté et je me dis bon allez, faut qu'en dernière année de kiné en M2 je fasse un beau stage, tu vois, faut qu'il y ait un truc qui fasse un peu rêver avec ce François Fourchet que je connaissais pas encore mais qui m'inspirait déjà, tu vois, une certaine sympathie et surtout quelqu'un que j'admirais déjà à l'époque. Et donc je lui envoie un mail quasiment le soir de mon rapport de stage, tu vois. Et il me répond dans la foulée. Et puis globalement, de fil en aiguille, j'arrive à Genève. Je suis accepté de faire un stage avec lui, donc qui était plutôt un stage tourné vraiment sciences du sport. Donc je venais pas pour prendre des patients en charge. Je venais vraiment pour réaliser un stage on va dire avec la réalisation d'une étude, etc. Donc j'avais 3 mois et globalement c'était super intense. C'est-à-dire que j'ai 3 mois de stage pour globalement faire ce que tu as dit, c'est une étude contrôlée, randomisée avec 2 groupes. Et on va dire que le premier mois, j'arrive début décembre, je suis enfermé dans François, il m'accueille, voilà. Alors tu lui serres la main, salut, c'est François Fourchet, salut, c'est Romain Tourillon. Tiens, bon, je t'ai mis un article là dans le labo, j'ai 2 patients, donc on mange ensemble à 12h, on en reparle, mais globalement, tu verras dans ce papier, il y a des choses on va dire à tirer pour éventuellement monter notre study design, etc. Puis en fait, en un mois, je suis enfermé dans le labo, donc que tu connais désormais. Je lis énormément, je relis des choses que j'ai déjà lues. Et puis c'était là où en fait je monte mon study design, je commence à vouloir inclure mes patients et on commence avec François à vouloir s'intéresser au final à évaluer l'effet d'une séance d'électrostimulation. C'était
une étude qui avait été déjà faite par un podologue, Jean-Claude Gaillet, en 2004, où en fait, il avait trouvé à l'époque que la stimulation de l'abducteur de l'hallux, donc on va dire le plus gros muscle intrinsèque du pied, avait des effets, on va dire, sur la posture et sur les pressions plantaires, et que en fait, la stimulation sur une séance avait des effets. Les gens après faisaient leur vie et il avait un follow-up de 2 mois où les gens, quand ils revenaient, gardaient encore, tu vois, on va dire ces changements posturaux qui allaient dans le sens plutôt d'une latéralisation des centres de dépression, donc on va dire un soutien de un petit soutien de l'arche. Et puis avec François on s'était dit globalement, c'était un truc intéressant, novateur, de se dire on va refaire cette première séance-là. C'est des choses que tout le monde ici sur le plateau de Réduc utilise, par la thèse de François, par des choses où oui, il faut renforcer son pied. C'était le début de ça, voilà, gainage du pied. On commençait à en parler énormément. Et donc nous, on s'était dit voir en fait ce qui se passe sur une séance. Donc en fait, j'avais fait 2 groupes. Un groupe qui recevait exactement le courant voilà, complexe classique, courant renforcement, et un autre groupe où j'avais un courant placebo où je leur mettais du TENS. C'était quand même des patients qui avaient des pieds on va dire pronateurs ou hyperpronateurs, que j'avais catégorisés comme ça par une évaluation. Mes 4 méthodes d'évaluation, c'était donc la force musculaire du pied, et c'est là où on a imaginé une nouvelle mesure de la force musculaire du pied. Donc réaliser un short foot sur une plateforme de force et en fait mesurer la production de force réalisée par l'avant-pied, parce qu'on pouvait découper après sur la plateforme de force la production de force faite par l'avant-pied. On a mesuré aussi l'équilibre postural dynamique par le Y-Balance Test, la stabilité de l'arche par le Navicular Drop, et puis les pressions plantaires également. On a refait un peu une Jean-Claude Gaillet aussi sur les pressions plantaires. Et donc en 3 mois, voilà, je vois quasiment 155 personnes pour inclusion. Donc il y avait vraiment eu une euphorie au sein de l'hôpital Latour. Tu vois, on avait envoyé ce message, les chirurgiens, les aides-soignants, les infirmières, tous ces gens-là, parce que je voulais aussi des gens qui aient aucune notion d'électrostimulation, que ça soit sur du TENS ou c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu une électrode posée sur leur corps. Donc c'est plus facile à trouver en Suisse qu'en France, sûrement. J'y pensais. Et que globalement, ce qui fait que voilà, j'ai 150 personnes, j'en inclus quasiment 53, et j'en fais passer 53 en 3 mois sur cette voilà. Donc c'est vraiment du pré-post en aigu. Il y a une séance de familiarisation avec les outils de mesure, et après il y a une vraie séance. Ce qu'on trouve globalement, c'est que on va avoir un effet quasi immédiat sur l'amélioration de l'équilibre postural dynamique, mais qui vont plutôt dans le sens des directions postérieures du Y-Balance Test. La direction antérieure change pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que, par exemple, les muscles intrinsèques du pied, si on veut les travailler, faut plutôt les travailler sur des tâches, si on veut les travailler sur quelque chose de postural, sur des tâches où le centre des pressions se déplace plutôt de façon médio-latérale. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait un Y-Balance Test et qu'on va chercher cette direction-là? Donc, ça allait complètement vers ce sens-là, et qu'on allait ensuite avoir également une amélioration de la force musculaire. Donc là, on allait plutôt dans le sens de améliorer le recrutement des unités motrices, évoquer la post-tétanic potentiation, c'est-à-dire cette potentiation après une stimulation électrique de muscles qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc une amélioration aussi de la production de force, et le dernier, c'était une diminution du navicular drop, donc quelque chose d'assez aussi instantané. Et ce qui est sympa quand on pousse un peu les statistiques, c'est que oui, globalement c'est statistiquement significatif, mais qu'en plus ça dépasse l'erreur de mesure, ça dépasse aussi le MDC, donc on va dire la valeur clinique minimale dans lequel on se dit si on est au-dessus de cette valeur-là, cliniquement c'est intéressant. Donc c'était voilà, on a vraiment trouvé des choses assez, on va dire, folles sur cette manip-là. Et le groupe contrôle a pas bougé, parce que ce qui était intéressant, c'est de se dire, quelqu'un qui fait un Y-Balance Test et qui le refait 25 minutes après, il va sûrement s'améliorer, même sans stimulation, même sans placebo. Et franchement, c'est pas ce qui se passe. En tout cas, c'est pas ce qui s'est passé. Après cette manip-là, globalement, je quitte Latour en mars. J'ai quasiment 3 semaines. Donc, mon dernier patient qui rentre
dans ma manip qui passe en évaluation, j'ai après 3 semaines pour faire les premiers jets de stats, faire 2 abstracts parce qu'on a proposé 2 abstracts à l'International Angle Symposium. En fait, on a découpé juste, c'était le même abstract, mais avec, tu vois, 2 critères d'évaluation. Et on a la chance, donc j'arrive à les faire, j'arrive à les passer. Donc voilà, c'est mes premiers écrits en anglais, si tu veux, tu vois. Première fois où j'écris en anglais des abstracts scientifiques. Tu vois, au départ, t'écris 15 lignes, tu te fais corriger par François Fourchet et Boris Godjanovic et ils t'enlèvent les 3/4, il y a que du rouge. Tu te dis, mais en fait, les gars, c'était bien ou c'est pas bien? C'était super ce que t'as fait, mais on a juste un petit peu coupé. Donc là, c'est super, tu vois, c'est les premiers drafts qui passent de façon scientifique. Et puis après, t'as le Graal, c'est-à-dire la réponse de Evert Verhagen. Je me souviens encore, de mémoire, je suis chez moi je reçois un message sur mon portable, mon Gmail qui sonne, et puis mes deux abstracts acceptés. Donc la première, tu vois, la première réaction, c'est l'euphorie. Trop bien, je vais faire un truc dans un congrès international, c'est trop bien pour moi, je suis trop content du travail et de ce qu'on a fait. Et puis après, tu vois, tu as cette euphorie-là qui dure entre 5 et 8 secondes. Et puis après, ah ouais, mais attends, c'est Amsterdam. L'IAS, si je me rappelle bien, il y a tous les plus gros mondiaux parce que c'est, on va dire, un congrès où globalement on n'est pas plus de 300, mais il y a vraiment les meilleurs de la planète qui sont là parce que c'est vraiment tous les 2 ans et c'est vraiment le truc à faire pour tous les gens qui s'intéressent à la cheville. Et puis c'est en anglais. Et puis tu te dis, mais attends, je vais être diplômé dans 3 mois. Et puis globalement, 3 mois après, je vais présenter mon travail de mémoire de master devant ces mecs-là en anglais. Et ouais, tu prends peur, tu te dis, mais tu n'y arriveras pas, c'est compliqué, etc. Et puis globalement, en fait, j'arrive à Amsterdam. Donc la première journée, c'est la présentation du poster. Donc ça se passe plutôt bien. Tu vois, sur un petit peu les questions que j'ai eues, c'était vraiment même des échanges intéressants. Donc voilà, tu vois, c'est les premiers posters. Et puis après, c'est le lendemain à 9h30, je me rappelle très bien. Présentation orale, 10 minutes. Donc j'avais préparé mon truc. Et puis on se dit avec François, tu vois, le soir, bon, bah, globalement, on va se faire une petite répète, tu vois, le rehearsal musical comme font les grands groupes. Tu vois, sauf que toi, t'es un petit physio tout jeune qui rentre dans la cour des grands. Et donc, on s'entraîne dans la chambre d'hôtel, tu vois. Je me souviens encore. Et en fait, je suis nul, je suis naze, complet. C'est-à-dire que je commence à passer mes slides. François, je me souviens, il est assis sur le lit. Il dit, bon, allez, comme si on était demain, vas-y. Et là, je suis nul. Je bute sur mes mots, je suis brouillon. Je me souviens une slide qui passait pas bien en plus. Et voilà. Et globalement, et là, le stress, il monte. Je vois François qui, globalement, il a encore plus stressé que moi. Je dis, mais attends, putain, s'il fait ça demain, on va passer pour qui? Et puis voilà, après, on repasse slide par slide. Bon, ça, tu dis pas, ça, faut que tu synthétises, etc. Mais tu vois, ça reste très succinct. Et puis après, vous avez la deuxième lame de stress. C'est mon Boris Godjanovic. Je me souviens très bien. On rentre, il est 23h. On vient de finir le resto. Puis on rentre et puis il me dit, au fait, ton diaporama, Romain, il y a trop d'animation. Il dit ça, puis il rentre dans sa chambre. Il rentre dans sa chambre d'hôtel et puis moi j'arrive, il est 23h. Tu vois, je passe le lendemain. Je me dis, mais attends, grand, j'enlève quoi? Parce que quand t'es jeune, et c'est la plus grosse difficulté, je pense, mais pour tous les étudiants, hein, que ça soit un mémoire, une présentation, c'est qu'on se sent obligé de mettre beaucoup de choses et on se sent que si on enlève quelque chose, tout s'écroule et puis il y a plus de pertinence au travail. Et globalement, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Si on rappelle un petit peu la team française qui était, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Et puis globalement, alors tu te dis toujours ça, tu sais, quand c'est tes amis et les gens qui connaissent, ils te disent ça pour te faire plaisir, mais ça se trouve ils ont détesté. Mais après, j'ai eu l'honneur, tu vois, d'avoir les félicitations d'Evert Verhagen, donc qui que les gens connaissent pas forcément, mais qui est hollandais, qui est une personne, je trouve, fabuleuse, qui travaille beaucoup sur la prévention des blessures. Vous avez Thomas Kaminski, qui est celui-là qui a créé l'International Angle Consortium, tu vois, qui est un gars qui vient du Delaware, avec un accent à découper, tu vois, beaucoup de tôle. Et il me dit, super, franchement, tu me passeras ton diaporama, faut que je le montre à mes étudiants. Franchement, ta synthèse, elle est bien faite et tout, bravo. Voilà, c'est des choses qui
qui globalement font plaisir. Et puis si on suit un petit peu le congrès en lui-même, la finalité de chaque congrès, et ce pourquoi ça nous manque en ce moment, tu vois, c'est vraiment pouvoir aborder ces gens-là. Donc, tu vois, moi, j'ai présenté devant les gens à qui j'avais lu tous les papiers ou à qui j'avais entendu parler, etc. Et puis, si on en revient sur le Frontiers, en fait, ce qui se passe, c'est que entre-temps, entre la fin de mon mémoire et puis le congrès, j'ai 5-6 mois où j'avais fait quand même une grosse revue de la littérature. Et puis François, par le biais d'Olivier Girard, avait une édition spéciale pour la Coupe du Monde d'athlétisme au Qatar et dit est-ce que c'est un papier, c'est des articles qui doivent être tournés sur la performance, etc. Ça vous dirait pas de parler de pied-cheville performance? Et donc moi j'avais fait quand même une revue, tu vois, de la littérature, etc. Et donc on se dit avec François, ça serait quand même sympa de faire une revue narrative plutôt. Donc c'est ce qu'il y a dans cet article-là, dans le Frontiers, c'est comment évaluer et améliorer la force du pied chez l'athlète. Donc il y a, on va dire, 3 parties un petit peu biomécaniques, le rôle du pied, on va dire sur la course à pied et puis le sprint, donc le rôle de l'avant-pied, le rôle du médio-pied, j'évoque, et puis ensuite j'évoque les méthodes d'évaluation du pied, les méthodes un peu indirectes et directes d'évaluation de la force musculaire ou de la déformation du pied. Et puis après, on a un peu les méthodes de renforcement qui part de l'analytique d'exercice et puis qui partent après ensuite vers des choses un petit peu plus fonctionnelles avec l'incorporation de la chaîne montante. On va dire que cette année 2019, pour moi, c'était, tu vois, beaucoup d'émotions positives. Rencontre, voilà, avec François Fourchet, le double diplôme, le premier article indexé, le premier congrès international. Et puis aussi, tu vois, des choses un peu moins drôles ou des émotions un peu négatives c'est aussi cette année-là où je perds deux personnes importantes dans ma vie. Donc, on va dire que c'est une année où il y a eu le spectre des émotions vraiment à son apogée. Donc, une année qui va rester, je pense, et sûr et certain qui restera dans ma mémoire sûre. Et du coup, c'est à ce congrès-là à Amsterdam que tu deviens membre de l'International Angle Consortium. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont vos objectifs à cette entité scientifique et comment vous organisez? Ouais, donc on va dire, c'est pas vraiment Amsterdam, puisque c'est plutôt à Amsterdam qu'on sait que l'IAC veut bouger, en fait, veut se hiérarchiser avec des rôles distincts, avec des membres qui un peu plus jeunes. On veut rajeunir un petit peu les membres et puis on veut avoir une hiérarchie avec un comité directeur et puis les 3 comités. Donc on a juste en fait à Amsterdam une présentation faite par les fondateurs qui demandent que personne intéressée d'envoyer un CV, une lettre de motivation, et ce qu'on pourrait apporter à l'IAC en tant que membre et pourquoi on veut en gros y accéder. Donc François, il me tend en vrai plutôt juste la perche dans le sens envoie si tu le sens, il y a aucune obligation, etc. Je pense que ça peut être intéressant pour toi éventuellement. Et donc c'est ce que je fais. Donc j'envoie une lettre de motivation, j'envoie mon CV, et puis je leur propose ce que je peux éventuellement leur apporter dans mon début, on va dire, de carrière, puis en sachant pas encore à l'époque que j'allais faire une thèse. Et puis en fait, je me souviens, c'était quelques mois après, en janvier 2020, je suis à la gare de Paris, je pars fêter mon anniversaire à Lille. J'étais à Paris à l'époque. Il y a Eamon Delahunt, qui est donc le président de l'International Angle Consortium, donc qui vient de Dublin, qui m'envoie un mail pour Skyper avec moi. Et donc en fait, c'est ce jour-là, la veille de mon anniversaire, qui m'annonce qu'ils ont retenu ma candidature et que globalement, ils savent aussi que je serai entouré par François pour m'aider dans cette tâche-là. Donc en fait, j'intègre l'IAC dans sa nouvelle forme. Et puis après, 3 comités distincts. Le comité recherche, le comité impact et le comité membership dont je fais partie, donc qui est géré par Daniel Fong à Londres. Et après, j'ai mes 3 confrères, donc Jupilco au Japon, Rosemary Dubbeldam qui exerce en Allemagne, et puis Feresh pour Zakemi, donc qui maintenant travaille en Australie. Donc j'ai un mandat de 4 ans qui va jusqu'à l'International Angle Symposium, le 10e. Et on espère qu'ils viennent près d'ici.
on espère organiser ça dans le futur. Et donc en fait, le but de notre comité, on a plein, on va dire plein de missions, mais qui peuvent vraiment être regroupées en une mission, qui est développer une communauté internationale autour de la cheville, c'est-à-dire créer un système de membership par le biais d'un site et par le biais d'adhésion, on va dire mensuelle, qui permet en fait, et sur les idées un petit peu qu'on veut mettre en place, c'est une plateforme où voilà les gens s'adhèrent à cette communauté-là qui sera rattachée à l'International Angle Consortium, et ça leur donnera en final accès à de la bibliographie spécifique, d'accès à des vidéos précises. On aimerait aussi mettre en place des webinaires, éventuellement, peut-être à la semaine ou mensuels, c'est-à-dire voilà, tu participes à le webinaire. Cette semaine, c'est Philippe Gribel qui fait quelque chose sur les tests ligamentaires. Et puis après, 3 semaines après, on a justement Feresh pour Zakime qui va nous parler de la syndesmose, etc., etc. Réduction sur certains congrès, notamment l'IAS. Et puis, une chose qu'on aimerait éventuellement avoir, c'est que cette communauté-là puisse permettre aussi à des gens qui sont dans des institutions, dans des pays où la science n'est pas trop développée, où ils auraient peur d'aller solliciter certaines personnes, c'était éventuellement de créer aussi un système de mentorat avec mettre en contact, entre guillemets, quelqu'un qui aimerait poser des questions à voilà un François Fourchet ou à d'autres experts de notre réseau sur certaines choses, ou qui aimerait que son mémoire ou soit relu, etc. Donc ça, c'est sur les idées qu'on a. Et on va dire qu'on a 2 ans pour le faire, et c'est ce qu'on va présenter donc dans le 9e IAS, donc au Japon, en octobre 2022. Wow. Donc voilà, sur le projet et sur ce rôle-là. Et puis après, quand t'es membre de l'IAC, t'as vraiment des missions de dissémination de la recherche, de la science, des travaux de l'IAC au sein de ton, on va dire, au sein de ton pays. Mais si tu peux faire plus, voilà, faut pas hésiter. Et aussi avoir cette éthique professionnelle, c'est ce qui est le plus parlant quand même comme je t'ai dit, chez les gens de l'IAC. Ils sont d'une humilité incroyable, hyper respectueux. Quand tu vois le travail qu'ils ont construit, qu'ils ont fait, et le bien qu'ils nous ont fait, nous, en tant que cliniciens, et le bien qu'ils ont fait sur ce qu'on sait aujourd'hui sur la cheville. Alors, il y a encore plein de choses à connaître. C'est juste, tu vois, moi, c'est juste super de bosser à côté de ces gens-là. Et puis, des fois, je prends du recul, je me dis, mais tu vois, quand Eamon Delahunt, il me Skype, je me dis, mais attends, c'est moi, Romain Tourillon, j'ai 24 ans, et t'es là, tu vois, t'es derrière ton ordi, tu m'écoutes, tu captes mes idées, tu rebondis sur ce que je dis, et c'est juste bluffant. Donc, c'est juste un grand kiff, en fait. Ah, c'est énorme. Franchement, c'est top. Et, est-ce que tu peux nous expliquer, donc tu as commencé ta thèse, ton PhD en 2020 sur la force et les fonctions des muscles extrinsèques et intrinsèques du pied, intérêt pour la performance sportive. Donc tu es supervisé par Jean-Benoît Bonrin, Pascal Édouard et donc François Fourchet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi vous avez pensé à ce type de thèse-là, et qu'est-ce que vous allez regarder, qu'est-ce que vous allez étudier, et quel est le but au final ? Ouais, donc en gros, quand j'étais en M2, je savais que Jean-Benoît Morin commençait à s'intéresser sur la thématique du pied, et qui voulait, entre guillemets, que ça soit sa thématique de recherche dans les futures années. Donc, on va dire, je l'ai rencontré à Nantes quand il est passé sur le DU de kiné du sport. C'est la première fois qu'on se rencontre tous les deux avec JB. Et puis, on discute et on se dit, voilà, moi, je viens de finir mon M2, donc je peux éventuellement enchaîner sur une thèse. Ça m'intéresserait de pousser sur un doctorat. J'aurais éventuellement une thèse financée par ma pratique clinique, dont je ferais une thèse plutôt à temps partiel. Et puis voilà, fil en aiguille, ça mène ce projet-là. Quand on lit un petit peu mon titre de thèse, ou quand on évoque un petit peu cette thématique-là, le pied, la performance, la transmission de force, c'est en fait quelque chose qui fait du sens cliniquement parlant à beaucoup de gens. Voilà, t'en parles à des entraîneurs d'athlétisme, des entraîneurs de personnes qui font du sprint. J'ai beaucoup eu de conversations avec des gens aussi autour du rugby, tu vois, travailler dans la mêlée, travailler en poussée. En fait, ça fait du sens un petit peu pour tout le monde. Mais aujourd'hui, en fait, scientifiquement parlant, on a encore peu de preuves, car le pied en général, la thématique du pied, c'est quand même une thématique sous-estimée en sciences du sport.
on va dire on en parle beaucoup depuis 2015. On commence à s'y intéresser beaucoup depuis 2015, donc c'est quand même très récent. Et il y a des gros projets qui vont aussi voir le jour, justement, des projets américains dans l'armée américaine avec John Fraser, qui a décroché 2 millions d'euros de budget pour travailler, on va dire, le protocole de renforcement du pied chez des militaires en prévention des entorses de cheville. Puis aussi des projets un peu plus australiens avec l'équipe de Luke Kelly et aussi Susan May, qui est donc la chef physio du ballet de l'Australian Ballet à Sydney. Donc on va dire que ça faisait du sens à beaucoup de gens. Nous, ça nous fait du sens parce que globalement, ça corrobore vers éventuellement ce que nous dit un petit peu plus la science à l'heure actuelle, c'est que les muscles intrinsèques du pied et les muscles extrinsèques sont globalement deux entités qu'on peut pas entièrement séparer dans leur rôle-là. Ils ont un rôle commun d'à la fois d'absorption des forces au sol, de soutien de l'arche, et puis ensuite sur la fin de phase d'appui, ce vrai rôle de rigidification du pied et d'avoir ce levier pied rigide. On avait plusieurs solutions quand on en discutait au départ. Ça s'est fait plutôt pendant le confinement. Tu vois, ce plan de thèse avec JB, Pascal et puis François. C'est soit, en fait, on parlait sur de l'interventionnel. On se disait, bon, on renforce le pied, on regarde ce qui se passe. Sur la performance, c'était mais on s'est dit, les gars vont aussi nous attendre. C'est-à-dire que quand on regarde les publications de François, quand on sait que JB il s'intéresse un peu plus et JB, il en discute beaucoup dans ses cours avec ses étudiants, dans des conférences, que c'est quelque chose lui qui lui parle en tant qu'athlète, et c'est quelque chose qu'il voit aussi ou qu'il a vécu, ce rôle du pied là, donc dans ce dernier maillon de la chaîne, comme il aime l'appeler. Et donc il y avait la possibilité de partir sur de l'interventionnel, mais on allait se faire entre guillemets découper, où les gars allaient dire, moi les gars, vous êtes gentils, mais en fait vous y croyez, et donc vous voulez juste nous montrer que ça marche. Donc on s'est dit, la première chose, c'était évaluer en fait la force musculaire du pied. Donc, comment évaluer la force musculaire du pied? Alors d'aujourd'hui, il y a vraiment pas de gold standard. Et donc, on est parti sur un plan de thèse où c'est ce que je suis en train de travailler à l'heure actuelle, donc avec mon collègue aussi, Enrico. C'est déjà, on travaille sur une méta-analyse qui va référencer un petit peu l'ensemble des méthodes qui existent depuis toujours sur l'évaluation de la force musculaire de la cheville et du pied. Voilà, avec plutôt sur leur reproductibilité, sur de la fiabilité interopérateur, intra-session, etc. Et puis à côté de ça, donc c'est voir un petit peu ce qui se fait dans la littérature de mieux. Et puis à côté, nous, on est en train de créer un ergomètre spécial pour mesurer la force musculaire en fait de flexion des métatarso-phalangiennes. Donc c'est un outil qui alors aujourd'hui qui est parti même dans une entreprise qui est en train d'être moi j'ai fait les premiers schémas de dessin avec mon père, sur du bois, ça part sur du papier, ça finit le truc qui part un peu d'une réflexion. Je m'inspire beaucoup de ce qu'avait fait aussi JB avec son étudiant en master 2, puis on le développe après avec mon père de façon à avoir un outil qui évalue cette force musculaire là de flexion des MTP. Et puis après, on l'améliore. On a nos premiers essais là depuis janvier. Et globalement, on commence à avoir un outil qui est assez fiable, plutôt super précis, parce qu'on a un capteur de force 3D dessus qu'on a mis. Ça va nous permettre de mesurer la force musculaire maximale. Et puis éventuellement, on a aussi l'envie de faire de la RFD, de mesurer en fait aussi, de voir la fiabilité de cet outil-là sur la RFD du pied. À l'heure actuelle, je trouve ça assez novateur. Personne n'en parle. On en parle sur d'autres groupes musculaires, mais pas sur le pied. Mais quand on connaît, moi qui va partir sur la performance sur le sprint, quand on sait que un temps de contact, c'est entre 100 et 200 millisecondes en sprint, que l'activation des intrinsèques du pied se font pas toujours sur l'ensemble des phases d'appui, ni sur les extrinsèques. Donc ça a quand même du sens de cette capacité à activer ces muscles-là, tu vois, sur un court laps de temps. Et donc la première chose qu'on monte sur, on va dire le premier draft, le premier prototype de l'ergomètre, c'est que on voulait aussi savoir si cette force musculaire là, c'était quelque chose d'individuel et d'entraînable. Et donc on a fait des premières manips, on a corrélé ça, on a voulu regarder si il y avait une association entre la force musculaire du pied et en fait la force musculaire du quadriceps, la force musculaire du mollet, en partant du principe que peut-être les gens en fait qui étaient forts dans ces deux muscles-là étaient aussi forts
sur le pied. Ouais. Et dans ce cas-là, ça pouvait, entre guillemets, changer les hypothèses et la suite du travail. Les premiers résultats, on peut voir que c'est quand même un paramètre super individuel et en fait qui est globalement entraînable. Donc ça, c'était plutôt une super trouvaille et un truc plutôt cool. Donc ça, si on regarde le titre, c'est d'abord bien évaluer la force musculaire. Et ensuite, la deuxième partie de la thèse va s'intéresser, pour moi, évaluer si cette force musculaire, cette RFD et plus d'autres mesures plutôt de morphologie du pied. Donc, sur des mesures de déformation en 1 dimension, 2 dimensions, 3 dimensions avec le Arch Height Index Measurement, justement, plus une mesure de raideur un peu générale du pied. Est-ce que ces paramètres du pied sont corrélés ensuite ou associés avec des variables biomécaniques de production et de transmission de force au sol? Donc, ça va être vraiment une étude où je vais évaluer à la fois des choses sur le pied et puis après, je vais évaluer on va dire mes sportifs dans des tâches super explosives. Donc, il y aura du sprint sur le tapis de course instrumentée à Saint-Étienne. Il y aura des changements de direction et des sauts sur plateforme de force. Sur une population, on va essayer d'être la plus sportive de haut niveau possible. Donc, sur du football, du rugby, du handball, du basket et de l'athlétisme, c'est un petit peu les choses qu'on a choisies. Donc, on va dire on s'intéresse plutôt à de la cinétique. Je dis, voilà, une hypothèse qui nous vient parfois avec JB, c'est de se dire quelqu'un qui a éventuellement une meilleure force du pied ou qui a une déformation du pied qui est moindre en charge. C'est peut-être quelqu'un qui a une impulsion, on va dire, positive antéro-postérieure dans la direction du mouvement plus important que quelqu'un d'autre, etc. C'est un peu ces hypothèses-là. D'avoir en fait cette grande hypothèse que voilà, on entend sur le bord des terrains, travaille ton pied, gagne ton pied, griffe ton pied au sol. Est-ce que comment est-ce que ces mesures-là du pied, si on vient vraiment passer le pied à la loupe de la science, est-ce qu'il y a des associations avec des paramètres biomécaniques dont on sait sont, on va dire, facteurs de performance. Et puis la dernière partie, c'est de voir s'il y a des associations et si oui, si on les entraîne, est-ce qu'on va améliorer en fait ces paramètres? Et globalement, donc là, on partirait sur la dernière partie de test qui sera en fait une partie interventionnelle avec un protocole bien spécifique. Et je suis assez critique sur les protocoles actuels scientifiques, tu vois, sur le pied, parce qu'en fait, quand on regarde par exemple mon tableau Frontiers, si on regarde où je répertorie l'ensemble des études qui ont été faites jusqu'à présent sur le renforcement du pied, on se rend compte que c'est clairement en sous-intensité par rapport à ce que ces muscles-là sont capables, si on parle des intrinsèques, de supporter. On sait que c'est des muscles qui, globalement, et ça, c'est plutôt des données de Luke Kelly qu'il a jamais publié, mais qui m'a transmis, c'était sur cette boucle. Il faisait des compressions sur l'arche du pied, il mesurait à l'EMG intramusculaire, donc à l'aiguille, chaque intrinsèque, et il regardait que au bout d'une demi-heure et au bout d'une heure de compression, il y a un shift, c'est-à-dire qu'il y a un intrinsèque qui fatigue, il passe le relais, son activation à l'autre, et puis c'est quelque chose limite on pense qu'il s'arrête ou qu'il s'arrêtera jamais. Et ça, c'est super important à prendre en charge en tant que clinique. Dans la clinique, c'est de se dire que faut plus tard aller les chercher forts et lourds. C'est un peu notre postulat aussi avec François. C'est, à l'heure actuelle, on considère que il y a, on va dire, 3-4 gros moyens de mieux renforcer son pied qu'on peut le faire actuellement. J'ai rien contre le short foot, etc. Mais des fois, j'entends, moi, je lui ai fait du short foot et ça a pas marché. Voilà, ça dépend aussi comment tu as fait ton short foot. On sait aussi que le short foot, il y a une grosse compensation éventuellement qui est faite du tibial antérieur ou du tibial post. Ouais. Des patients, si on les corrige pas sur vraiment le mouvement aussi, par exemple d'un short foot, ils peuvent faire travailler ou travailler principalement leur tibial antérieur, leur tibial postérieur pendant 3, 4, 5, 6 séances. Et truc qui met, si tu veux cibler tes intrinsèques, c'est pas vraiment le but. Donc, je dirais, si on va plus loin dans ce renforcement du pied, les 4 aspects importants, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que l'électrostimulation, quand on connaît un petit peu le rôle et la neurophysiologie des muscles intrinsèques et notamment de l'abducteur de la nuque, c'est un muscle qui a que 40 à 43 unités motrices. Donc, tu sais déjà qu'avec tes électrodes complexes, tu vas le cibler énormément parce que le muscle, il est petit en volume aussi, en surface de section. Donc, avec 2 électrodes déjà, tu vas avoir ce recrutement qui va être intéressant là. Ça, c'est la première chose. Donc, je pense que l'électrostimulation a encore des choses à dire.
sur le renfort du pied. La deuxième chose, c'est trouver des astuces pour augmenter la charge sur le médio-pied de nos patients, notamment s'inspirer un peu des travaux justement de Kelly sur mettre le médio-pied en porte-à-faux, donc soit un petit peu ce que j'avais mis sur Twitter, je me souviens pendant le confinement, que j'avais appelé le foot bridge, l'arrière-pied qui est posé sur un support et l'avant-pied qui est posé sur un support, et entre les deux, il y a du vide. Et ça, c'est ce que Kelly utilise avec des charges cycliques sur le genou, où il vient justement créer, on va dire, une surcharge sur le médio-pied. Donc ça, c'est une méthode qui peut être aussi utile. Et puis, il y a aussi la charge tout simplement corporelle. On sait que dans leur activation, les intrinsèques vont être beaucoup plus activés au fil de l'augmentation de la contrainte, que ça soit en vitesse et que ça soit aussi en charge. Et donc voilà, pas hésiter à charger nos patients. J'ai aucun mal à faire un short foot à un gars ou à travailler une flexion des TP en charge sur un patient qui a 100 kilos sur les épaules, sur une barre de squat. Et oui, bien sûr que on va dire que on travaille aussi la chaîne postérieure. Enfin, on n'est pas en hyper analytique, mais vous essayerez, puis on pourra en rediscuter. Je pense que c'est des moyens là. Et le quatrième moyen, c'est quand même penser aussi relation force-longueur de ces muscles-là. Et on sait que mettre une flexion dorsale des orteils, donc par exemple des exercices de flexion des métatarso-phalangiennes, mais en partant d'une extension des MTP, ça va être vraiment là où on va avoir une meilleure production de force, à la fois des intrinsèques et des extrinsèques. Et donc, dans cette position-là, ça mime aussi, globalement, si on rajoute éventuellement un mouvement de flexion plantaire, ça mime ce qui peut se passer sur une fin de stance phase, en course à pied, tu vois, ou en sprint. Ouais. Le cinquième, c'est travailler sur le mécanisme, justement, du treuil, ou travailler avec le couplage mollet. Cette faculté à activer à la fois les fléchisseurs, tu vois, des orteils ou des MTP, et travailler aussi la flexion plantaire. Il y a vraiment une coordination motrice et une synchronisation du couplage triceps sural et intrinsèque du pied. Dans cette notion, tu vois, par exemple, si on veut améliorer ce levier pied rigide dans ce travail-là. Donc, j'étais content de voir, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai regardé une conférence de Phil Glasgow, justement, sur le rugby et la rééducation après liaison musculaire du solaire, et il évoquait justement ce levier pied rigide avec l'incorporation aussi du travail du pied. Assurez-vous que quand votre patient fasse du heel raise, qu'au niveau du pied, il y ait ce bon levier pied, et dans ce cas-là, travailler aussi à côté cette notion-là de transférer ce que produit le triceps sural sur un levier pied qui est plus solide possible. Donc voilà un petit peu le plan de thèse. Les évaluations, ça va être de la morphologie du pied, de la force musculaire du pied, à la fois, comme j'ai dit, sur l'ergomètre, mais aussi juste de l'échographie, tu vois, de voir sur du structurel si tu améliores aussi sur un protocole, par exemple, de renforcement, comme je t'ai décrit, éventuellement le volume. Et ça va être peut-être assez novateur de voir, en fait, la courbe. On va essayer d'évaluer chaque semaine la force musculaire et alors pas le volume, mais au moins la force musculaire sur chaque semaine du protocole, pour voir un peu cette courbe individuelle de tendance. Est-ce que tu augmentes les 2 premières semaines et après tu stagnes, etc., sur un protocole qui va être individualisé, progressif. Donc ça, c'est un petit peu aussi les questions qu'on se pose, tu vois, à l'heure actuelle. C'est passionnant, et je pense qu'il y a encore plein de choses à découvrir, et que vous allez sortir plein de données, on va dire, qui vont être intéressantes pour les sportifs de haut niveau au début, et puis après qui en cascade vont venir intéresser toute une multitude de patients avec des pathologies. On parlait du segment pied-cheville, mais limite quasiment tout le membre inf, et ça peut être du coureur à pied justement lambda, au sprinter, au handballeur avec des sauts, au volleyeur, etc. Je pense que ça méritera au moins un épisode 2 si ce n'est un épisode 3, mais non, ça a l'air passionnant, et franchement il va falloir suivre ça de près, je pense. Mais je pense réellement, et quand tu vois notamment des papiers sur la fasciopathie plantaire, et qu'on sait que c'est super important la diminution des tensions sur le fascia, notamment sur cette mécanisme du treuil, donc quand tu as le décollement du talon et tu as l'extension des métatarsos, c'est sur cette phase-là aussi qu'il faut avoir un levier pied, on va dire, actif, pour diminuer éventuellement ces tensions-là. Donc, moi, j'ai aucun mal à faire travailler ce levier pied rigide. C'est chez ma sédentaire qui a sa fasciopathie, etc. Je pense que
on pourra éventuellement en découpler ça vers de la patho et c'est peut-être des choses aussi qu'on fera en parallèle, on va dire à l'hôpital La Tour. C'est énorme. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu comment tu organises ton travail en salariat à la Tour, comment tu mènes ta thèse en parallèle? Est-ce que tu fais du mi-temps, c'est-à-dire le matin tu bosses à la Tour et l'après-midi sur ta thèse, ou comment tu l'organises de manière générale? Alors sur le planning, tu vois, c'est 3 semaines de clinique Mmh. et 1 semaine complète au laboratoire à Saint-Étienne. Donc c'est là où je rejoins JB et Enrico. Donc c'est 3 semaines de clinique à 4 jours sur 5 de clinique. J'ai mon jeudi accordé aussi à ma thèse. Euh, Ma partie de clinicien, c'est comme je l'ai répété, hein, c'est comme je le répète, pardon, c'est vraiment ce qui paye ou ce qui me sort un salaire et ce qui permet d'avoir ma thèse en autofinancement. Quoi, je suis payé, le poids de l'institution, le fait de devoir aussi faire du travail de qualité, etc. Et puis à côté, il y a ma deuxième vie, comme des fois je le dis, c'est tout le reste, c'est la thèse. Et ça vous prend les soirs, même les soirs de clinique, tous les soirs de clinique, les week-ends, certaines nuits. On va dire que tu essayes en pratique clinique d'avoir ce travail-là quotidien institutionnel que demande la Tour, parce que c'est une vraie lessiveuse dans le sens où ça te demande énormément d'énergie et c'est vraiment un défouloir qui est énorme en fait en tant que clinicien à l'hôpital La Tour à l'heure actuelle, de mélanger cette science et cette clinique-là, de travailler avec des collègues de plein d'horizons avec des compétences vachement différentes. Tu vois, si j'ai envie de me renseigner sur du tendon, je vais voir un Quentin Mazuel, sur de la hanche, je vais voir un Guillaume Servant, je vais voir toi sur de la commation du rachis cervical, Caroline Princet sur les ischio-jambiers, Antoine Seurat sur de l'épaule, etc., etc. Donc il y a vraiment cette chance-là de côtoyer des physios de plein d'horizons et plein de compétences différents. Et puis ça me permet aussi en fait, tout simplement mettre en pratique ce que je peux lire quotidiennement, de faire toujours ce lien-là entre ma thèse et développer en fait mon expertise aussi sur le traitement de pathologie pied-cheville. Donc je suis à 30% de soins sur les pathologies pied-cheville et après le reste 70% c'est globalement tout le reste, hein, ça va du rachis à la hanche, au genou, en passant par l'épaule, etc. Donc je voulais quand même tout voir, mais je voulais garder, tu vois, on va dire 3 patients sur 10 dans ma journée, tous les jours, voir spécialement ces pathologies-là pour développer ça, globalement. C'est super. Et est-ce que tu as du coup des mentors et des gens qui t'ont inspiré? Alors je vais pas faire du suspense très longtemps, les gens s'en doutent. Je pense que à l'heure actuelle, ma carrière et ma vie actuelle n'auraient jamais été la même sans ma rencontre avec François Fourchet. On a très très vite lors de mon stage, tu vois, développé une relation qui à l'heure actuelle je saurais vraiment pas expliquer. Mais quand je suis sorti en fait de ce stage-là avec lui, quand j'ai passé 3 mois, tu vois, complets à ses côtés, j'ai eu cette impression-là qu'il m'avait apporté exactement ce que je considérais comme la juste kinésithérapie ou éventuellement les qualités que j'aurais ou que j'aimerais avoir pour être ce que je considérais à l'époque, ce que je considère toujours, tu vois, un bon clinicien, c'est-à-dire l'addition de qualités nécessaires, c'est-à-dire bon avec ses mains, bon avec ses patients sur les explications, sur l'autonomisation, sur l'éducation, l'empathie, les notions de pour et contre. Oui, on m'a dit ça, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Être bon aussi, ils disent des fois tous les deux, bon avec sa tête, d'avoir des connaissances cliniques, des connaissances scientifiques, savoir planifier ses séances, choisir ses exercices, avoir ce raisonnement clinique quotidien. Donc, et je souhaite à tout le monde un jour, tu vois, de travailler avec des gens et d'être inspiré par des gens. Quand vous gardez de travailler, quand vous travaillez à leur quotidien, c'est des gens qui vous inspirent. Donc, ouais, je pense que je lui dois énormément. Je suis pas sûr que sa carrière aurait vachement changé s'il m'avait pas rencontré. Je pense que la mienne, elle a complètement changé depuis que je l'ai rencontré. Après, j'ai des vraies sources d'inspiration de clinique. Je pense à mon copain Massem Baimbai, qui pour moi est une personne vachement passionnante et passionnée. On a réellement de la chance de l'avoir dans notre profession. Je le pense sincèrement. Tu vois, sa folie, ses idées m'animent quotidiennement. J'adore ce gars par sa faculté qu'il a à toujours vouloir, tu vois, tout tester, se tromper, lire un truc, une conclusion d'article et le tester à 8h20 sur son patient, modifier ses choix de traitement, etc., etc.
il m'apprend énormément de choses sur le renforcement musculaire. Lui aussi, c'est une personne qui m'inspire. Et si on va partir sur l'étranger, tu vois, j'ai aussi des physios, j'en ai parlé, Phil Glasgow ou Eda King, qui pour moi sont aujourd'hui des physios qui ont une telle approche holistique du traitement d'un sportif, de la phase aiguë vers le retour à la performance, qui est assez remarquable. Donc voilà, je souhaite à tout le monde d'aller voir des articles ou des papiers là-dessus. Et puis mes dernières inspirations plutôt scientifiques, pour un clinicien qui vient vers la science, il admire forcément un petit peu les gens qui sont dans la science appliquée. Ou pour moi, tu peux être que admiratif, et j'ai une profonde admiration pour mon directeur de thèse, pour JB, pour l'ensemble de ses travaux, pour son impact, pour en gros l'impact incroyable qu'a eu sa recherche sur le terrain en elle-même. Et je souhaite de plus en plus dans le futur que le profil force-vitesse, ça soit des choses dont on parle, tu vois, en physio, qu'on parle en IFMK, et qui soient vraiment des notions de travail en rééducation. Exactement. J'adore sa volonté, voilà, de dissémination de la recherche, sa qualité d'écriture. Quand vous regardez soit ses articles, soit même son blog en lui-même, des choses incroyables. Et puis, tu l'as interviewé l'autre jour, mais voilà, Martin Buchette. Alors, c'est, tu vois, une personne que j'ai jamais rencontrée, mais qui a une vision de la relation science-terrain. Et j'ai peut-être dû te dire 10 fois pendant ce podcast science et clinique, mais c'est voilà, cette vision qu'il a, Martin, du science et du terrain, qui me fascine, sa capacité, tu vois, à incorporer, par exemple, les statistiques au sein d'un club de haut niveau, sa qualité éventuellement d'éditoriaux. Il fait des éditoriaux qui je trouve super percutants et hyper pertinents. Donc voilà, c'est toujours aussi ces gars-là que j'adore entendre. Et puis le dernier scientifique, on a quand même la chance aujourd'hui de connaître des choses sur le pied grâce à Luke Kelly, donc qui est un podologue à la base aussi, clinicien chercheur, qui a travaillé à Spettar et maintenant qui travaille à Queensland. Et voilà, sa science en fait, elle est juste fabuleuse. Sa thèse, je l'ai dévorée. Tu vois, j'étais en 2e année de kiné. Sa thèse, je l'ai dévorée en quelques jours. C'est un gars qui globalement a une qualité d'écriture scientifique que j'aimerais, que tout le monde aimerait avoir, mais que moi j'aimerais particulièrement avoir sur introduction, méthode. C'est des trucs qui sont, tu vois, la logique de ses travaux, c'est juste incroyable. Et il y a une continuité depuis 2012 dans tout ce qu'il fait, tu vois. C'est-à-dire que la conclusion de son article va éventuellement introduire son second article. Vous attendez le dernier Kelly, c'est ce que je lui avais dit dans un mail. T'attends le dernier Kelly comme le dernier Harry Potter en fait. C'est juste incroyable. Et puis voilà, et puis on va dire les inspirations un peu plus clichés. C'est voilà, quand même mes membres de ma famille qui aujourd'hui sont un peu plus loin. Donc mais voilà, mes grands-parents qui me donnent le goût, qui m'ont donné le goût du travail, de la persévérance. Mes parents, on va dire des qualités sur l'humilité, l'empathie, ces choses-là. Puis après, il y a mon frère qui est aussi tu vois, un vrai modèle pour moi de réussite, d'ambition, qui m'a toujours challengé à la fois dans ma vie personnelle et puis ma vie sportive. Et donc voilà, c'est vraiment ces personnes-là aussi qui poussent éventuellement à faire ce que je fais actuellement, c'est-à-dire allier une pratique clinique et puis une thèse, tu vois. Super. Et est-ce que tu as des livres, on va dire, préférés que tu relis régulièrement ou qui t'ont marqué? Je lisais beaucoup quand j'étais plus jeune, on va dire des livres à la fois soit de philosophie, soit des thrillers, soit des polars, soit des autobiographies. Maintenant, je lis principalement, tu vois, de la science ou d'autres choses. Mais j'ai vraiment un livre qui m'a marqué. Je pense que certaines personnes le connaissent. C'est un livre qui s'appelle Si c'est un homme, qui est un récit autobiographique d'un chimiste juif italien qui s'appelle donc Primo Levi. Et en fait, ce gars-là raconte sa vie dans les camps de concentration d'Auschwitz. Ça m'a marqué parce qu'à cette époque-là, quand je le découvre, en fait, c'est très jeune, c'est des époques de l'histoire qui me passionnent encore. Je me souviens, tu vois, discuter beaucoup avec mon grand-père, lui poser des questions, comment c'était, comment tu le vivais, pourquoi on en est arrivé là. En fait, comprendre le pourquoi ou la genèse un petit peu de cette horreur. Et dans ce livre-là, ce qui est marquant, ce qui est bouleversant, c'est que témoigne quelque chose avec une froideur. Il raconte des faits avec un ton super neutre, super dépassionné, presque, tu vois, à la manière d'un sociologue qui est sur le terrain et qui raconte un petit peu ce qui se passe. Et ça m'a marqué juste parce que à cette époque-là, et je suis quand même assez jeune, tu vois, j'ai
j'ai 12-13 ans. Mais ça te marque sur voilà la cruauté de l'homme. Ça permet aussi de te faire relativiser sur quand tu te plains sur quelques soucis. Puis ça aussi ça te replace aussi en tant qu'homme du 21e siècle ou en tant que jeune homme au sein du 21e siècle. Et t'as ce poème dans ce livre-là que j'avais accroché après et que je lisais, tu vois, quotidiennement. Je me souviens, c'était un truc comme vous qui vivez bien au chaud dans vos maisons, qui trouvez le soir des choses sur la table, le visage de vos amis. Considérez en gros si c'est un homme comme celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de paix, qui connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain. C'est un poème comme ça que je lisais régulièrement, que j'avais collé sur mon mur et que ça m'arrivait de relire sur des phases de mon adolescence. Donc on va dire ce livre-là, après un livre qui aurait marqué, tu vois, ma jeunesse, je dirais ça. Puis sur les livres sport performance, j'en ai plein, mais globalement ça serait plutôt, tu vois, ce livre-là et pas vraiment un livre sport performance qui m'a percuté sur le point de changer ma pratique et j'espère que j'en aurai un dans le futur. Super, merci. Et Romain, alors pour conclure, les gens qui nous écoutent et qui ont des questions aussi, qui peuvent te joindre, et sur quel réseau tu es le plus actif? J'ai plusieurs réseaux sociaux que j'utilise en fait différemment. Globalement, on peut me joindre sur les réseaux sociaux que j'utilise de façon professionnelle. Donc ça va être Twitter, mon compte Twitter. Donc de mémoire, c'est R-Tourillon. LinkedIn ou RechercheGate. On peut me trouver aussi à Romain Tourillon, donc sur ces plateformes-là. Facebook, j'utilise aussi de façon à la fois personnelle et professionnelle, donc éventuellement aussi sur mon compte Facebook. Et puis après, Instagram, pour moi, c'est plutôt un réseau social plutôt personnel. Donc, vous allez jamais voir des articles ou de la science ou des exercices de clinique sur mon compte Instagram. Donc, on va dire plutôt Twitter, LinkedIn, RechercheGate, et puis éventuellement Facebook. Parfait, c'est top. Romain, merci beaucoup pour le temps passé. Merci à toi, Julien, et puis voilà, en espérant avoir pas été trop long. Pour ça, quand on est passionné par certains sujets, et surtout quand on est jeune comme moi, on a du mal à synthétiser. C'était passionnant, et encore une fois, je pense que on sortira d'autres épisodes ensemble parce qu'il y a beaucoup de matière et il y a beaucoup de choses à évoquer et qui pourront servir à plein de kinés, de physio, de prépa physique, de coach ou autres qui écouteront ce podcast. Merci beaucoup, Romain. Merci à toi. À bientôt. Voilà. Merci d'être allé au bout. J'espère que vous êtes régalé avec cet épisode pour les amoureux des pieds, mais pas que. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode et le podcast avec vos collègues ou amis et de mettre 5 étoiles sur No Minutes ou Apple Podcast. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter directement pour me faire un retour, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. À très bientôt pour un nouvel épisode.